Alors moi, j'ai rejoint le rassemblement Europe Écologie au moment des élections européennes. Dans le Grand Sud-Est, j'ai fait campagne avec Michel Rivasi et j'ai senti à ce moment-là monter quelque chose d'important, d'original, et que j'appelais sans pouvoir toujours le nommer exactement. Cette espèce de volonté de faire de la politique, alors on dit autrement, mais le autrement, il faut le préciser un peu, de faire de la politique en s'appuyant à la fois sur l'expérience d'un parti, sur sa structuration, sur son organisation, mais aussi en essayant de prendre appui sur les militants de la citoyenneté qui, partout là où ils sont, avec leur expertise et leur engagement, ont fait avancer les questions sociales, ont servi d'alerteurs d'un certain nombre de grandes difficultés et de problèmes, mais aussi ont expérimenté des solutions qui sont des solutions d'avenir. Et moi, j'ai trouvé dans ce mouvement Europe Écologie une véritable espérance, une espérance qui est là, présente, que je sens dans les relations que je peux avoir avec les Rhône-Alpins avec qui je suis en contact au quotidien, mais qu'il nous faut maintenant porter plus haut parce que nous vivons, et je le dis avec une certaine gravité, une forme de crise démocratique qui est quand même extrêmement grave. Dans le sondage qui est paru cette semaine dans le journal Le Monde, et où vous aurez observé que Europe Écologie conserve exactement le nombre de voix que nous avions aux européennes, donc nous n'avons rien perdu en nombre de voix par rapport aux européennes. Nous allons en gagner d'autres, hein, mais ceux qui prétendaient que nous nous effritions ou que nous ne tiendrions pas, évidemment, se trompaient. Mais dans ce sondage-là, il y a quelques chiffres qui font frémir quand même, et qui font frémir celui qui a milité toute sa vie pour l'éducation et la formation à la citoyenneté. 61% des femmes disent qu'elles vont s'abstenir, 76% des jeunes disent qu'ils vont s'abstenir, 77% des ouvriers disent qu'ils vont s'abstenir et 64% des employés disent qu'ils vont s'abstenir. Alors, moi je le dis sans agressivité aucune, mais je crois qu'il faut qu'on le dise. 76% des jeunes qui disent vouloir s'abstenir aux élections régionales, c'est bien le bilan de l'alternance entre les deux grands partis majoritaires qui se prétendent majoritaires. Le bilan de cette alternance, c'est bien partie intégrante de ce bilan que d'avoir laissé penser aux Français que la politique était une affaire de professionnels qui étaient complètement coupés de la population, que la région était une entité sur laquelle on n'avait pas pouvoir et que les grands enjeux de notre temps, il était inutile de s'en préoccuper puisqu'on ne pouvait rien faire dessus. Si nous arrivons au pouvoir dans les régions, si Jean-Philippe est président de la région, il y aura à la fin de son mandat moins d'abstentionnistes qu'il y en a aujourd'hui parce que les gens des Pays de Loire auront compris que la région est un bon échelon, que la région peut être gouvernée au plus près de leurs possibilités, au plus près de leurs demandes et de leurs besoins, et que la région est surtout un outil formidable pour développer toutes les formes de solidarité. Et s'ils ont compris cela, s'ils comprennent cela grâce à nous, alors je crois que nous aurons fait considérablement progresser le paysage politique français. Je vous ai dit, moi je ne suis pas en politique depuis très longtemps, j'engage un nouveau métier à 60 ans. Bon, ce n'est pas dans le cadre du plan de reconversion des seniors de Sarkozy, mais ça pourrait l'être. Mais néanmoins, ce nouveau métier s'inscrit complètement dans les préoccupations que j'ai développées jusqu'à présent. En tête d'un ouvrage que j'avais fini d'écrire bien avant de m'engager dans cette aventure, j'avais formulé 2 interrogations dont je disais qu'elles étaient consubstantielles de mes engagements. Première interrogation, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Deuxième interrogation, quels enfants allons-nous laisser au monde? Et je disais, avec ces 2 interrogations, on est au cœur de ce que nous appelons l'écologie politique. Une écologie politique qui se soucie de l'avenir de la planète et qui donc s'intéresse à ceux qui vont le construire et qui se soucie de ceux qui vont le construire pour assurer l'avenir de la planète. Je crois à l'éducation et je crois que l'éducation est au cœur de l'écologie politique. Je crois à l'éducation d'abord parce qu'il n'est pas d'exemple d'un petit être humain qui soit devenu adulte sans que d'autres adultes l'aient accompagné sur le chemin.
Je crois à l'éducation parce que l'homme est le seul être vivant qui doit inventer son propre régime politique. Comme vous le savez, on n'a jamais vu une abeille démocrate. L'abeille est génétiquement royaliste, elle n'a pas à se poser de questions à sa majorité pour savoir pour qui elle va voter. Son régime politique est inscrit dans ses gènes. Dans ses gènes, hein? Alors, eh bien, l'homme, ce n'est pas le cas. L'homme est un être qui n'est pas achevé, et cet inachèvement est une chance fantastique, puisque cet inachèvement est le signe de sa liberté. Et cette liberté, elle nécessite une éducation, et cette éducation, c'est cet accompagnement que nous devons effectuer pour que chacun accède à la possibilité de décider de son propre destin et du destin collectif. Mais cette éducation qui a toujours été nécessaire pour les petits d'hommes, elle est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que nous savons que notre avenir n'est écrit nulle part et que notre monde est une sorte de train fou qui court à la catastrophe si nous ne prenons pas ensemble les commandes enfin. Nous vivons aujourd'hui un monde qui, me semble-t-il, a épuisé ses vieux logiciels. Ce qu'on nous appelle modernité, ce que le président de la République appelle modernité, c'est une très vieille chose. C'est un système qu'on trouve déjà formalisé dans la fable des abeilles, décidément je vous parle beaucoup d'abeilles aujourd'hui, écrite par Mandeville, qui est un essayiste anglais en 1729, qui se termine par cette maxime: ce sont les vices privés qui font les vertus publiques. Cette maxime a servi très longtemps d'étendard à une conception qu'on appelle aujourd'hui libérale du monde, de l'économie et de la société. Au fond, les vices privés font les vertus publiques, ça veut dire que chacun cherche son propre intérêt, qu'il court après sa satisfaction, et au fond, le monde ne s'en trouvera que mieux. Cette conception, nous l'avons vu, c'est le pillage, c'est l'individualisme, c'est la guerre entre les hommes. C'est le darwinisme érigé en régression systématique entre les humains. Cette conception, aujourd'hui, on nous la ressort en appelant ça modernité. Privatisation, c'est quoi? Libéralisation, c'est quoi? Dépeçage des services publics, c'est quoi? Je pourrais même ajouter élitisme républicain, ça peut être ça aussi, mais aussi discrimination positive, c'est quoi? Hein? Ça peut être tout simplement le fait d'exaspérer la concurrence individuelle pour que chacun tire son épingle du jeu et que dès lors qu'il a tiré son épingle du jeu, chacun s'est exonéré de la participation à la construction du bien commun. Alors nous sommes là devant un logiciel qui est épuisé, un logiciel dont nous voyons bien qu'il nous conduit dans le mur. Ce logiciel du libéralisme est d'ailleurs un logiciel qui s'enraye, qui devient frénétique. Dans mes travaux éducatifs, j'ai beaucoup réfléchi sur des phénomènes qu'on voit aujourd'hui très forts chez les enfants et que les enseignants connaissent bien, comme l'inattention, comme l'incapacité à se concentrer sur un objet, sur un travail, comme la dispersion permanente, comme l'incapacité à classer un registre documentaire, par exemple. Il suffit d'aller voir dans les pays du nord de l'Europe comment on a réussi à impliquer les élèves dans les établissements scolaires simplement parce qu'à 4 heures du soir, à 4 heures de l'après-midi, eh bien, il y a des clubs où se côtoient les professeurs, les parents, les gens du quartier, les élèves, et où on fait ensemble de l'astronomie, des échecs, du judo, etc., et où les relations entre les personnes et les générations sont complètement modifiées, complètement modifiées. Mais pour ça, il faut faire communiquer les choses et les services. Il faut les faire communiquer. Moi, je me suis battu sans aucun succès au sein de ma propre université pour quelque chose que je considère comme absolument essentiel comme levier en matière éducative et formatique, qui est la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Bon. La VAE, c'est quelque chose de fondamental. Depuis 1971, je me bats pour la formation tout au long de la vie, parce que je crois que c'est un des enjeux majeurs de notre développement, d'un développement solidaire. Mon université résiste, les universités résistent à la VAE. Elles ne veulent pas de la VAE, parce que donner des bouts de diplôme à des gens qui ont eu des savoirs ou des compétences
à travers un engagement associatif, militant, parce qu'ils ont travaillé avec leurs parents qui étaient artisans, etc., ça les agace, les universitaires. Ça les agace parce qu'ils disent, bon, ben, on n'a plus vraiment autant de légitimité qu'avant, puisqu'il y a des gens qui ont pu acquérir des savoirs en dehors de nous. Sauf que ça les agace, mais que c'est très bien et qu'il faut le faire.